La culture, c'est quoi? Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Et qu'on partage quelque chose. De l'art, aussi de l'histoire. Un développement personnel. Ensemble de connaissances, d'habitudes qu'on acquiert au cours de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler association culturelle. Moi, c'est Alain de Chamboran, je suis président de la Clé, mais aussi j'ai été étudiant à Paris 8. Et donc, je suis Vincent Rulot, je suis directeur de la Clé. Peut-être la différence entre Alain et moi, c'est que Alain, donc, il est président de l'association, donc il est bénévole, alors que moi, je suis directeur de l'association, donc je suis salarié de l'association. Du coup, vous pouvez nous présenter la structure de la Clé? Donc, la Clé, c'est un lieu important sur Saint-Germain-en-Laye, et qui est situé en centre-ville, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre d'endroit. Et donc, la Clé est une association de loi de 1901, sachant que la particularité, c'est qu'il y a deux types d'associations. Il y en a certaines qui sont uniquement gérées par des bénévoles. Et nous, c'est une association qui a 70 salariés, une certaine partie qui sont des permanents, qui font tourner la structure, et une autre partie qui sont des professeurs qui donnent des cours de musique, de théâtre, de danse, d'art plastique, de cirque, de sport, de langue. Et puis, on embauche aussi des artistes qui viennent faire des spectacles, faire des résidences, etc. Et chaque semaine, en fait, la Clé accueille à peu près 2500 personnes qui sont ses adhérents et qui viennent faire une activité régulière. Et puis, chaque année, quand tout va bien, donc pas cette année, on accueille à peu près 15 000 spectateurs dans nos salles de spectacle où on organise beaucoup de concerts, à la fois des concerts professionnels, des concerts de groupes amateurs et aussi des spectacles ou des concerts avec les élèves des cours de musique, notamment de théâtre, de danse, etc. Donc, on a un peu ces deux aspects, organisateurs de spectacles, et puis on a des activités de loisirs, des activités socioculturelles, sachant que dans les années 60, la Clé, en fait, c'était d'abord la MJC de Saint-Germain, la Maison des Jeunes, et que c'est dans les années 80, quand on est arrivé dans le bâtiment, qu'on a développé beaucoup d'activités culturelles autour des spectacles et aussi autour des résidences, aussi autour des répétitions de groupes de musique. On a 3 studios de répétition. Donc on est très actif toute la semaine sur Saint-Germain avec une majorité de gens qui viennent toute la semaine qui sont de Saint-Germain et des proches environs. Mais dès qu'on fait des concerts, on attire un public qui vient de Paris, qui vient des environs beaucoup plus larges, qui vient même parfois d'autres départements, de Normandie. Donc pour les activités régulières, on a un impact très local. Et pour les activités de concert, on a un impact ou un rayonnement, comme dit la mairie, un rayonnement plus régional. Vous avez encore le statut de MJC du coup? Non, alors je ne sais pas si MJC c'est un statut, mais en fait, à l'époque et jusqu'il n'y a pas très longtemps, on était affilié à une fédération qui regroupe des MJC justement. Et on a décidé au début des années 2000, au milieu des années 2000, on a quitté la fédération des MJC. La fédération considère qu'on n'est plus MJC. Mais est-ce que c'est à une fédération de le décider ou est-ce que c'est à la structure, en fonction de son projet, de le décider? Pour nous, dans nos gènes, dans notre ADN, on est toujours MJC, on est toujours agréé d'éducation populaire et la manière dont on mène nos activités relève de ça. Dans les années 80, en fait, le terme MJC n'avait pas bonne presse. Ça faisait un peu la maison des vieux et de la culture, plutôt, ou des vieux et de la couture, même disaient certains. Et donc, ce n'était pas très, très reluisant de s'appeler MJC. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la MJC de Saint-Germain s'est rebaptisée la Clé. L'autre raison, c'est que la Clé, ça veut dire culture, loisirs et formation. Donc, c'était un peu pour mettre en avant les axes un peu du projet de la Clé. Oui, je disais que je pense qu'on n'est pas moins MJC qu'on était quand on était adhérent de la fédération, puisqu'on n'a pas du tout changé le projet. Enfin, au contraire, on l'a peut-être plus poussé dans tout ce qui est valeurs d'éducation populaire, le développement durable, tout ce qui est le droit culturel, l'animation, tout ça. Donc, finalement, je dirais même qu'on est plus dans les valeurs des MJC qu'on n'était.
puisqu'on s'est vraiment posé beaucoup de questions par rapport à ça, alors qu'avant, je pense que c'était plutôt un héritage. Et puis, on a beaucoup développé la vie associative, qui est très riche. On a beaucoup de commissions, des commissions par thématique, par exemple art et culture. On a une commission sur le numérique, sur le développement durable, sur l'associatif, sur les activités. Tout ça, ça fait vraiment vivre l'association. C'est des moments de réflexion entre professionnels et adhérents. Non, il y a une vie très riche. Notre association, elle a un projet à 2 entrées en définitive, hein. L'entrée éducation populaire, MJC, activités socio-culturelles, de loisirs, et puis cette entrée plus culturelle avec un grand C autour de tout ce que sont les projets artistiques plutôt axés autour des musiques actuelles que nous, on préfère appeler les musiques amplifiées. On disait presque à 3 entrées, puisqu'il y avait aussi un aspect école de musique. Ça montre aussi la complexité de la structure. Il y a aussi des expositions, il y a pas mal de choses en fait. Et justement, pour rebondir sur la richesse des activités, cette pluridisciplinarité que vous avez à la clé, elle date de quand à peu près? En définitive, elle date du projet MJC des années 60. C'est un peu la particularité des MJC, c'est d'être très diverses dans leurs propositions. Ce qui est peut-être nouveau, alors 1984, c'est le développement de la dimension très culturelle et des concerts. Dans les années 2000, on a réécrit notre projet associatif. Et ce qu'on y a rajouté en plus de ça, et qui fait peut-être notre particularité, c'est la dimension transversale, c'est-à-dire que de faire au maximum se croiser aussi les personnes qui fréquentent la clé, faire se croiser éventuellement les esthétiques et leur diversité. On ne peut pas dire qu'on a un axe qui soit privilégié. Il suffit qu'on commence à développer l'un pour que, hop, ça arrive dans l'autre. Et qu'à un moment donné, c'est vrai que la musique a pris beaucoup de place à la clé, et là, on l'a toujours, mais l'idée ensuite, ça a été d'irriguer les autres activités. À partir du moment où on a développé beaucoup de choses autour de la pratique amateur en musique, des concerts amateurs, des concerts d'élèves, eh bien, on a aussi essayé de les développer au niveau des arts plastiques, au niveau du théâtre, au niveau de la danse. C'est pour ça que, par exemple, si on prend aujourd'hui, on a à la fois les enfants qui viennent faire leurs activités du mercredi. Ils ont le droit avec les conditions sanitaires. On a rouvert une exposition d'art plastique depuis lundi. Et puis, il y a une compagnie de danse qui est en résidence et on a un groupe de musique qui est en résidence. Et en même temps, il faut avoir une attention à tout le monde. L'intérêt, c'est que, par exemple, demain, le groupe de musique fait un filage. Du coup, il y a des gens qui vont pouvoir assister au filage. Alors, comme c'est interdit de faire un concert, ça va être en tout petit comité, mais malgré tout. Samedi matin, on aura un atelier avec l'artiste qui expose pour les plus jeunes qui fréquentent la clé. Et ça, je pense que si on n'avait pas développé cette dimension culturelle, peut-être qu'on aurait moins provoqué ces croisements entre des artistes professionnels et puis le public qui fréquente la clé, puis le côté pluridisciplinaire et intergénérationnel, même si les adultes, pour le moment, n'ont pas le droit de fréquenter des structures comme les nôtres. En parlant de la pandémie, on parlait des questions sanitaires. On sait que du coup, l'économie, elle a pris un impact important. Est-ce que vous avez eu des pertes du côté du financement avec vos investisseurs, par exemple des sociétés ou les organismes professionnels, ou si vous avez des mécénats? En fait, les ressources principales de la clé, c'est les contributions des adhérents. C'est-à-dire que les gens qui payent une cotisation pour participer à un cours de danse, de musique, d'art plastique. Et puis, c'est les groupes des studios qui viennent répéter et qui payent leur répétition. Et enfin, les spectateurs qui payent leur billet. Et ça, tout ça, ça représente après autour de 60-65% de notre budget. Et puis ensuite, on a donc des partenaires publics plutôt. En premier lieu, c'est la ville de Saint-Germain qui est notre principal financeur. On a ensuite le ministère de la Culture, la région Île-de-France et le département des Yvelines. Ces trois-là, leurs aides, elles sont plutôt fléchées sur tous les projets musique actuels. Et puis, il y a quelques organismes professionnels que sont le CNM, le Centre national de la musique, qui vient de se créer. Avant, ça s'appelait le CNV. La SACEM, voilà, des structures comme ça, mais ça reste très modeste.
mais on n'a pas du tout de partenaire privé ou alors c'est des tout petits sponsors pour mettre un encart dans la plaquette des concerts ou des choses. On a beaucoup de mal par rapport à nos activités à mobiliser des gros sponsoring ou du mécénat. En quelque sorte, c'est un peu un métier, si je peux dire. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais creusé beaucoup. Ça nous demanderait d'abord d'avoir peut-être presque une personne qui se charge de ça à temps plein. Et puis alors avec du Covid, ça nous pose beaucoup de problèmes. Hein. D'abord parce que pour que les adhérents continuent à considérer que c'est normal qu'ils payent une cotisation, il a fallu maintenir les activités même à distance. Donc là, ça a été un enfer. Mais on maintient des cours de musique, de théâtre, de danse, quand c'est possible, d'art plastique à distance en Zoom. Parce que les gens, en fait, se sont quand même réinscrits à la rentrée. Alors, on a eu une baisse des inscriptions d'à peu près 15%, mais ça fait quand même 2000, 2200 personnes qui continuent à avoir payé leur cotisation. Et puis, on a eu l'autorisation de maintenir les résidences professionnelles dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que nos partenaires ont maintenu jusque-là leurs subventions. En 2020, ils les ont maintenues. En 2021, a priori, ils les maintiennent aussi. Après, on commence à être inquiet. Et du coup, on a le budget qu'on a voté à notre Assemblée générale, il est en déficit pour cette année. Alors, c'est un peu compliqué, mais il était en excédent malgré tout en 2020 parce qu'avant le début de la pandémie, les gens avaient déjà payé leurs activités. On a eu les aides de l'État que sont le chômage partiel, les diminutions de charges salariales, etc. Mais bon, on est quand même relativement inquiet. On a maintenu l'emploi, on a maintenu la plupart de nos activités. Mais alors, ce qui est très intéressant, surtout en termes associatifs, c'est que les gens, en fait, ils nous manifestent leur envie de continuer, leur envie d'avoir des activités et leur besoin de lieux comme la Clé. Tous autant qu'on est, on est enfermés chez nous à partir de 18 h. On ne peut plus se rencontrer dans les bars, on ne peut pas aller au cinéma. Et ce qu'ils nous disent, c'est que merci d'essayer de continuer des choses, merci d'essayer de continuer à accueillir nos enfants, et que dès qu'on peut, on vient à la Clé, on se rencontre, on discute, etc. La Clé, on l'envisageait, nous, comme un lieu de vie. Et c'est vrai que le voir déserté et devoir faire que des trucs en Zoom, on en a quand même bien marre. Mais les gens sont globalement toujours là. Est-ce que vous êtes soutenu par le gouvernement pendant la crise, plutôt le ministère de la Culture, parce que c'est vrai que la culture a été impactée quand même largement, et la nouvelle ministre n'a pas non plus défendu tant que ça les intérêts de certaines structures, quoi. En premier, on s'est senti soutenu par la ville de Saint-Germain. Bon, d'abord, c'est notre premier financeur, mais pas que pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur a dit qu'on voulait essayer de rouvrir, de maintenir, d'organiser les choses, ils nous ont toujours soutenus moralement, voire encouragés. Et donc ça, déjà, c'est important. C'est-à-dire que c'est un signe que la ville nous considère comme un acteur d'abord sérieux, donc ils savent qu'on va faire au mieux au niveau des mesures sanitaires, et puis un acteur important dont les gens ont besoin. Ça, c'est le premier truc. Et au niveau du gouvernement, sur le coup, on ne s'en est pas rendu compte, mais au bout du compte, ce n'est pas tant le ministère de la Culture qui nous a soutenus, même s'ils ont maintenu leurs subventions, et c'est plutôt le ministère de l'Économie. C'est-à-dire que quand on regarde, alors ça paraît bizarre, parce que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, il parle beaucoup de l'industrie. On est quand même une entreprise, hein, on est un employeur important à Saint-Germain, avoir 70 salariés, c'est pas rien. Et on s'aperçoit que quand on fait le bilan financier, en fait, les aides au niveau du chômage partiel, quand on l'a activé au printemps dernier, et les diminutions de charges, eh bien, en fait, ça a eu un impact très fort sur notre équilibre. Donc, au bout du compte, le ministère de l'Économie, on ne s'attendait pas à faire sa promotion, hein, mais il a été quand même très, très important. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Et au niveau du ministère de la Culture, nous, on pense que dans les dispositifs de l'État, c'est quand même un ministère qui est un peu, non pas à l'abandon, mais qui n'a pas du tout une approche de terrain. En fait, le ministère de la Culture, vous devez le savoir, il est déconcentré par des directions régionales, les DRAC. On a eu, je pense, un mail et 2 coups de fil de la DRAC pendant cette période-là. Donc, je trouve que le ministère de la Culture, non seulement n'a pas l'air d'être très réactif, mais en plus, ne s'intéresse pas beaucoup aux structures qu'il a labellisées. Et après, il y a quand même un sujet important qui ne nous concerne pas directement, mais indirectement, c'est la question des intermittents.
avec, vous savez, ils ont fait ce qu'ils ont appelé une année blanche. Je pense qu'ils sont très préoccupés par ça. D'autant que, et c'est un peu le défaut du ministère de la Culture, en fait, ce n'est pas le ministère de la Culture. Hein. Le ministère de la Culture se considère plus comme le ministère des artistes. Il s'intéresse assez peu aux lieux, sauf s'ils sont dirigés par des artistes, comme dans les scènes nationales ou dans les CDN. Et il s'intéresse beaucoup moins aux structures qui sont associatives, gérées par des bénévoles, qui travaillent plus avec les populations, ou au moins autant avec les populations qu'avec les artistes. Et ça, c'est un vrai problème de conception du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, comme tous d'ailleurs, les organismes de l'État, grâce à une loi qui est passée en 2015 et qui inscrit les droits culturels dans la loi sur la nouvelle organisation de l'État et de ses services. En fait, les droits culturels, c'est une entrée qui est beaucoup plus forte en fait que toute autre notion. Et les droits culturels, c'est les droits de chacun en fait à pratiquer sa culture en quelque sorte. Et c'est vrai que ça va à l'encontre un peu de la conception traditionnelle du ministère de la Culture, qui se considérait un peu comme mécène et qui choisissait un peu les artistes qui valaient la peine, qui aidaient les artistes comme ça en disant bah, tiens, ça vaut la peine d'être aidé ou ça ne vaut pas la peine. Au lieu d'être descendant, c'est plutôt ascendant les droits culturels, ce qui est beaucoup plus intéressant finalement. Par exemple, pour les cultures émergentes, pour tout ce qui est. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que la réaction du ministère de la Culture par rapport à des cultures émergentes, on le voit sur les nouvelles musiques, qu'elles soient, on pourrait appeler l'électro, ou la techno, ou le rock à une époque, ou le hip-hop. Et ben en fait, il y a toujours un temps de latence avant que ce soit reconnu au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, pour la clé, pour revenir à notre association, lui octroie une aide de 110 000 euros par an, je crois. Donc, c'est pas rien. Après, la clé, c'est un budget de 2,5 millions, donc il faut regarder en proportion. Mais en dehors de ça, on les sent très, très peu intéressés par notre approche. Donc, s'intéresser à chacun, que ce soit un artiste, que ce soit un enfant, un adulte, un amateur ou un professionnel, quelqu'un qui est débutant ou pas, puis de provoquer quelque chose de beaucoup plus horizontal. Est-ce que dans un éventuel futur où il y aurait une ouverture, est-ce que vous avez pensé à des changements? Si par exemple vous aurez un public qui aurait changé, vu qu'on a été beaucoup confinés, est-ce qu'il y aurait un plus grand public qui viendrait à la clé? Déjà, effectivement, on ne sait pas comment vont être les gens après. En dehors du fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bien sonnés déjà, au niveau professionnel, au niveau de sa vie quotidienne. Là, moi, ce qui m'inquiète à ce sujet-là, c'est que depuis le mois de mars 2020, en fait, par exemple, au niveau des concerts, on reporte, on annule. Et surtout, est-ce que les gens vont avoir changé leurs habitudes, leurs envies? Ça, on n'en sait rien. En revanche, sur l'autre aspect, par rapport aux adhérents qui fréquentent la clé au quotidien, je pense qu'on a été peut-être presque plus présent à leur côté maintenant qu'on ne l'était avant la pandémie. En termes de relationnel et de proximité, je pense qu'on a été meilleur et que ça nous donne envie d'être peut-être plus dans l'attention à tout le monde encore plus fortement quand ils reviendront. Il y a quelque chose qui s'est passé avec nos adhérents. En revanche, les spectateurs, alors là, on ne sait pas où ils sont en quelque sorte, même si parfois c'est les mêmes. Hein. La seule chose qu'on a faite qui nous a encouragés, en septembre-octobre, on a pu organiser quelques événements. Et d'abord, on avait fait en plein air dans notre parc, on avait fait ce qu'on appelle le warm-up, le fête de redémarrage de la saison. Là, on avait vraiment beaucoup de gens qui sont venus, c'était hyper sympa. Les gens, rien que de s'asseoir sur la pelouse, écouter des groupes jouer, faire une brocante musicale, il y avait un enthousiasme, et je sais pas, les gens avaient une autre attitude hyper chaleureuse encore avec nous, etc. Et puis, on a fait donc quelques concerts au mois d'octobre. La relation qu'on a eue avec les gens qui sont venus, leur envie, leur façon de nous dire « Ah, merci de continuer », et aussi les artistes, comment ils étaient hyper enthousiastes d'avoir pu jouer, c'était vachement bien. Et que donc on se dit que peut-être que les gens sentent plus l'importance de lieux comme les nôtres, l'importance de pouvoir participer à des événements, et que du coup, il faut peut-être qu'on réfléchisse à tout ça dans notre manière d'être avec le public en termes de convivialité, de discussion. Et même, alors là, ça m'a scotché, hein, on a fait un concert de rap avec des jeunes musiciens, avec un public assis avec son téléphone en train de filmer et jouer tout ça. Ben, malgré tout, même si c'était pas comme avant, il y avait un truc hyper fort. Il y a deux choses aussi qui ont beaucoup évolué, c'est la place du numérique comme outil pédagogique, et ça, je pense que ça va un peu changer notre relation aussi à l'adhérent peut-être. Entre chaque cours,
en ayant des outils qui nous permettent de continuer le lien avec l'adhérent entre deux cours. Et puis aussi, on a une commission développement durable qui a beaucoup travaillé et donc qui va permettre aussi de faire évoluer, peut-être d'alimenter avec de nouvelles idées notre travail associatif. Et c'est vrai que pendant cette crise, alors c'est peut-être un des aspects positifs, les gens se sont beaucoup posé la question du développement durable, comment économiser les ressources, hein, parce qu'on voit, si c'est un aspect, il y a l'aspect écologique, mais aussi l'aspect social, il y a tous ces aspects qui étaient déjà beaucoup présents dans nos projets, mais ce moment nous avait aussi permis de beaucoup réfléchir sur peut-être de nouveaux aspects à améliorer dans la clé et dans son projet. Bon, après, si on réfléchit, on pense numérique et développement durable, il y a quand même une antinomie. Ça ne va pas forcément ensemble. Je pense que c'est un accélérateur à la fois de la prise de conscience de tout ce qui est potentiel pour nous, mais aussi c'est un accélérateur de l'évolution de notre projet pédagogique. En fait, dans l'éducation populaire, il y a l'idée de l'éducation de chacun par chacun. C'est-à-dire que tu n'as pas le prof qui est là-haut en train de dire voilà ce qu'il faut faire et l'élève qui est en train d'apprendre tout seul dans son coin. Donc déjà, depuis un certain temps, on avait beaucoup développé, même en cours de musique, le côté collectif. Et puis aussi, on voulait utiliser un peu le numérique, mais voilà, on tâtonnait. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, pendant un cours en Zoom, avec plusieurs élèves, tu as le prof qui donne des indications, mais parfois, c'est les élèves qui prennent à utiliser les outils numériques entre eux pour mieux pratiquer la musique. Donc, l'idée, ce n'est pas que le numérique aille tout changer ou remplacer ni le professeur, ni la pédagogie, hein, mais au contraire que ça peut être un levier pour accélérer les choses. C'est vrai que ça nous intéresse aussi parce que traditionnellement, dans l'histoire des MJC, les activités, c'était des clubs. Il n'y avait pas de professeurs. Il y avait vraiment… donc chacun, ça apprenait à chacun. Dans les années 60, c'était comme ça. Et progressivement, il y a des gens qui sont professionnalisés, qui sont devenus professeurs. Mais du coup, on a perdu un peu cet aspect cet aspect de l'éducation populaire qui était que chacun pouvait apprendre à chacun. Et c'est curieux, avec le numérique, ça revient. Et c'est assez intéressant. C'est par rapport justement à ces professeurs dont vous parliez. Eux, ça se passe comment pour eux au niveau de la crise sanitaire? Est-ce que pour eux, ils arrivent à s'en sortir? Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que vos professeurs se retrouvent dans des situations au point de devoir… C'est vrai qu'on peut être un peu inquiet pour la santé globale de nos salariés. Du coup, ce qu'on avait fait entre mars et fin avril, début mai, c'est que quasiment toute l'équipe de la clé, que ce soit les professeurs ou les permanents, étaient au chômage partiel. Au début, il n'y avait pas de cours, il n'y avait rien. D'abord parce qu'on a commencé à connaître Zoom, à trouver des solutions. Peu à peu, en avril-mai, on a commencé à mettre en place des cours à distance. Et puis, dès que les beaux jours sont arrivés, même s'il n'y avait pas le droit d'aller dans le bâtiment, tous les profs qui pouvaient étaient revenus faire un cours de danse, un cours de gym dehors, dans le parc, puisqu'on a la chance d'avoir un parc. Ça, c'était la première phase. En plus, ce chômage partiel, étant donné qu'on était inquiet au niveau financier, les gens ne touchaient que 84% de leur salaire net. Et on sent qu'il y a un certain nombre de profs qui commencent à tirer la langue. Ce n'est pas toujours facile de trouver des formules, hein. Et donc là, ça commence à se tendre. Et pour finir sur ta question, en général, un prof à la clé, il fait entre 3 et 20 heures, ça dépend. Et donc, il y en a beaucoup qui sont multi-employeurs. Il y a des employeurs alors tous ne sont pas en CDI comme nous. Il y en a plein qui étaient en auto-entrepreneur, avec des CDD, etc. Et il y en a qui ont perdu plein d'heures, plein d'employeurs. Et pour les permanents, on fait au maximum pour qu'ils soient là au maximum, même si on nous dit que le télétravail est privilégié, parce que ça crée quand même un esprit d'équipe, une dynamique qu'on n'a pas à distance. Il faut réfléchir à ça à nouveau, de quelle manière il y a toute une génération là qui ne vit pas sa vie de jeune qu'ont pu vivre tous vos prédécesseurs depuis les années 60. Nous, on a un rôle à jouer, je pense, avec vous. Et que ce ne soit pas simplement dans la consommation, mais dans autre chose, tu vois, par exemple. Parce que c'est vrai que finalement, la place qu'a perdu un peu le monde associatif dans la jeunesse, c'est un peu peut-être la consommation qui a pris le pas, et c'est un peu dommage, parce que je pense que… Il ne faut pas noircir le tableau, hein. Nous, il y a pas mal de jeunes qui montent leurs propres associations. C'est peut-être là-dessus que les jeunes sont les plus présents, c'est dans des associations qu'ils ont montées eux-mêmes.
parce que il y a pas de, ils se retrouvent pas à travailler avec des gens qui ont 50, 60, 70, tu vois. Donc, ils peuvent monter des associations qui leur conviennent et qui... on a une association à Saint-Germain qui s'appelle Annie Wild. Il y a tout un dispositif qui s'appelle les juniors associations qui permettent aux plus jeunes de monter leur petite association. Et donc, eux, ils ont quoi, 14-15 ans et bon, ils s'intéressent à tout ce qui est la nature, le développement durable, etc., avec leur regard de grands ados. Et donc, du coup, voilà, on veut organiser des événements avec eux, la manière dont ils les voient et tout, de le faire avec tous ceux qui veulent. Il y a beaucoup de jeunes, c'est pour ça qu'il y a la clé. Voilà. Merci à nos interlocuteurs, c'était Touche à tout